Le 19 décembre 2022, à 4000 km de la France, un homme marche en direction du musée national géorgien. Il fait nuit, les rues de Tbilissi sont désertes et la Koura, le fleuve qui traverse la ville, recouvre celle-ci d'un épais brouillard. Cet homme marche avec une idée bien en tête. On lui a proposé pour écrire son premier roman d'offrir sa contribution à une collection dont le principe est le suivant: permettre à un écrivain de passer une nuit entière dans le musée de son choix et d'en tirer un texte libre. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Le musée qu'il aura choisi ne sera pas celui où il passera la nuit, et le livre qu'il avait en tête ne sera pas celui qu'il écrira. Avant d'évoquer toutes ces choses plus en détail, laissez-moi présenter l'intéressé. Il s'agit de Guillaume Gallienne, bien sûr. Guillaume Gallienne, bonsoir. Bonsoir Hugo. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est nombreux, merci. Vous avez reçu 2 Molières et incarné plus d'une cinquantaine de rôles au théâtre. Vous fûtes durant 10 ans l'intercesseur des grands textes de la littérature sur France Inter avec votre émission Ça ne peut pas faire de mal. Vous avez campé, entre autres rôles au cinéma, Alzagar de Kaamelott, Pierre Berger de Yves Saint-Laurent, La Voix de Paddington, Cézanne de Cézanne et moi, bien sûr. Et vous êtes enfin le réalisateur et héros du film Les Garçons et Guillaume à table, pour lequel vous reçûtes 4 Césars, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur. Côté velours, en préparant cet entretien, j'ai découvert que vous êtes un fan inconditionnel de Supertramp, que la campagne anglaise est un des endroits où vous vous sentez le mieux au monde, que le jacobinisme vous met en colère, que vous admirez Jacqueline Maillan, Oui. que vous avez vécu en colocation avec Kate Winslet, Oui. et que vous confiez enfin ne pas aimer parler des œuvres, juste les lire. Nous allons donc vous faire un peu violence. Oh, C'était ne pas aimer parler des œuvres, si. Ah bon, j'ai dit ça où, moi? dans une interview, une des nombreuses que j'ai Non, ça a regardées. dû être mal retranscrit, parce que non, ça me dérange pas. Non, je préfère en effet les vivre qu'en parler, mais non, mais j'ai dû dire ça parce que le journalisme agaçait, à mon avis. Ça arrive. Je rebondis avec l'actualité immédiate. Vous avez ouvert hier la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter. Oui. En lisant un extrait du discours de Victor Hugo contre la peine de mort de 1848, Oui. et je voudrais citer les premières phrases que vous avez prononcées à cette occasion. « Il est des hommes qu'on suit sans les connaître, des voix qui habitent nos silences et dont les engagements deviennent les nôtres. » Pour Robert Badinter, Victor Hugo fut un de ces hommes-là. Éprouvez-vous vous-même la même déférence vis-à-vis de Robert Badinter? Y a-t-il un aspect de sa vie qui vous touche particulièrement? Oh, il y en a plein. Il y en a plein, mais j'adore sa force d'indignation. C'est un homme qui savait s'indigner et qui le faisait avec... C'était injuste. C'était injuste. Et il y en a pas beaucoup. La plus belle chose qu'on puisse dire de Badinter, c'est un ami il m'a appelé hier soir. Et il me dit... J'étais avec mon fils de 10 ans et j'ai dû lui expliquer qui était Robert Badinter. Et ça a lancé une conversation absolument merveilleuse entre nous. Mais surtout, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu un sujet d'actualité pour lequel on pouvait dire des choses positives et belles. Et voilà, ça c'est Robert Badinter. Et c'est un homme dont on peut dire des choses positives et belles. J'en profite pour signaler que vous êtes à l'affiche d'un court-métrage qu'on peut retrouver sur le site de France Télévisions qui s'appelle Le Dernier Quart d'Heure, qui est un court-métrage d'Arthur Dupont de la Motte, où vous incarnez face à la comédienne Sylvia Berger un avocat qui vient négocier une grâce présidentielle à l'Élysée. Oui. Voilà, je le mentionne pour la curiosité des spectateurs. Je vous propose peut-être de discuter de votre livre. Je vois l'écran qui a basculé là-bas, ce qui est très curieux. De discuter de votre livre, donc Buveur de brume, qui est la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui. Vous publiez ce premier roman à 53 ans, ce qui vous classe dans la catégorie des écrivains tardifs, avec Cervantes ou Marcel Proust. Qu'est-ce que ça change de commencer à écrire tardivement? Carrément avec Proust et Cervantes, non. Non, mais
Alors, 58, 42 ans et non, mais 53 pour vous. il se trouve que je me considérais pas du tout comme écrivain et même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Mais j'aime tellement ça que je vais recommencer. Donc, pour l'instant, je sais pas si. C'est drôle parce que Les Garçons et Guillaume à table, j'ai mis très longtemps à. Ça n'est que 2 ans plus tard, et, en prenant un café avec Xavier Beauvois à Cannes, où il a décroché son téléphone et il dit, écoute, je dois te laisser, je suis avec un jeune réalisateur. Et c'est la première fois que que j'ai accepté le mot réalisateur. Et je crois que pour le Buveur de brume, c'est pareil. Je me sens, aujourd'hui, j'ai encore du mal à accepter la notion d'être écrivain. Mais j'ai tellement aimé ça que je continue et que je compte bien en écrire d'autres. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait que l'accueil que le public et que la critique a réservé à ce livre m'émeut énormément. C'est une chance incroyable. Je dois avoir the beginner's luck, comme on dit en anglais, la chance du débutant, parce que vraiment, c'est remarquable ce qui se passe. Il y a des gens très touchés. Là, avant-hier, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un que je connais assez peu, mais qui m'a livré un témoignage assez bouleversant. Il y a des gens qui comprennent vraiment très très profondément le livre, et puis d'autres que ça amuse, mais c'est bien aussi. D'autres que ça fait voyager, d'autres, voilà. C'est drôle, les réactions sont assez diverses. Il y a des gens qui réellement, oui, comprennent vraiment plus profondément la démarche. J'espère que je relèverai de la première catégorie. Avant d'écrire, Jack London a été ostréiculteur, Conrad a été marin, Nabokov a été entomologiste, spécialiste des insectes. On aura peut-être l'occasion de reparler de Nabokov plus tard au moment de cet échange. Est-ce qu'il est judicieux pour un auteur d'avoir exercé un autre métier avant de vivre de sa plume? Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose? Alors, je ne sais pas parce que je crois qu'il faut avoir vécu quand même, mais j'imagine. Mais je vois, par exemple, ma cousine Alicia Gallienne, elle est morte à 20 ans et elle a écrit un recueil de poèmes absolument prodigieux, d'une fulgurance et d'une précocité dingue. Mais bon, elle était malade depuis l'âge de 14 ans, elle avait une épée de Damoclès depuis... Elle a grandi avec cette épée de Damoclès et elle avait un rapport à la mort, mais surtout à la vie, de fait, extrêmement fort. Donc, mais elle avait une sensibilité et une façon de comprendre qu'elle est bien au-delà d'une jeune fille de son âge, ça c'est évident. Donc il y a des gens d'une fulgurance dingue. Regardez téléphone, mais regardez la lettre, le texte que Rimbaud écrit sur l'égalité des hommes et des femmes, et il a 16 ans. Il a tout compris, hein. Enfin, donc, et pourtant, je ne sais pas ce qu'il avait vécu de tellement dingue à Charleville-Mézières, mais sa sensibilité était telle, sa réflexion était telle, sa pensée était telle. Bon, et sa culture. Après, c'est vrai qu'en lisant beaucoup, on mûrit énormément, on apprend énormément. Et peut-être que là, on a des choses à dire. C'est possible. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que... C'est Leila Slimani qui m'a dit d'y aller. Elle me dit, arrête, t'as plein de trucs à raconter. Et c'est comme ça que ça Qui avait elle-même participé à cette collection, Manu au oui, musée. oui, avec l'odeur des parfums, le parfum des fleurs... Non, le parfum des fleurs la nuit, c'est ça? Oui. Il me semble que c'est ça. Ouais, à joli, la ça. collection Pinault à Venise, elle était. Oui, mais à la douane. Et la collection ne lui a rien fait du tout. Elle n'avait rien à dire sur cette collection. C'était très drôle. Du coup, elle a écrit sur l'écriture. Moi, j'ai accepté parce que donc Alina Gurdiel, l'éditrice qui a créé cette collection, me pressait. Mais moi, au départ, c'est Leila Slimani qui est une amie qui me dit, mais t'as plein de trucs à raconter, vas-y. Et c'est vrai que le cadre de départ est encourageant parce que je me dis, bon, un musée, j'adore les musées. Où que j'aille, je vais toujours dans un musée. Alors, pas en tournée. Les tournées, quand je suis en tournée pour jouer, ça, je ne bouge pas de l'hôtel, j'arrive pas à sortir de l'hôtel. Il y a toujours des vieux sociétaires quand vous descendez.
moi, je descends vers les 15 heures, j'émerge vers les 15 heures et je tombe tout le temps sur un vieux sociétaire qui a déjà fait le musée de Viture et Bouchon, le chocolatier adorable à côté du libraire, tout ça. Moi, j'en suis incapable. Mais si je suis pas en tournée, mais si je suis en voyage, je vais toujours dans le musée local. Ça, je suis obligé. Et, euh, et je me suis dit, bon, les musées, c'est un cadre tellement génial. J'aime tellement ça qu'il y a forcément un truc à faire. Et puis, bon, je suis parti sur cette idée de musée russe. Bon, ça Alors, serait il faut ouais. dire que lorsque votre éditrice vous a proposé d'intégrer cette collection, vous aviez en tête, dans un premier temps, d'aller à la galerie Tretiakov à Moscou Mm. ou au musée russe de Saint-Pétersbourg. C'était vraiment votre projet de départ, votre projet initial. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous espériez trouver là-bas? Parce c'est les deux musées qui regorgent le plus de peintres qu'on appelle les itinérants ou les ambulants selon les traductions, et qui est un courant de peinture de la deuxième moitié du 19e siècle en Russie, qui a voulu sortir des carcans académiques de la peinture de cour et pour raconter la Russie telle qu'elle était dans son immensité, dans sa rudesse, dans ses inégalités, dans son folklore, dans ses coutumes, dans ses injustices, dans sa poésie, dans tout. Et c'est un courant de peinture que j'adore. Et l'idée je suis un peu lacanien, alors déambuler devant les ambulants, bon, je me suis dit, bon, il y a déjà quelque chose qui me plaît, allons-y, on verra bien, c'est un peu naze comme poésie, mais je me suis dit, bon, ça peut être, déjà, il y a un truc au départ. Et puis, surtout, c'est que ça faisait écho à la littérature et au théâtre russe qui m'ont tellement façonné que je me suis dit, bon, j'aurais quelque chose de littéraire à raconter. Oui, parce qu'on peut dire que les tableaux de ces peintres se trouvaient sur les couvertures des romans russes que vous lisiez quand vous étiez adolescent. On Oui. peut citer quelques-uns de leurs noms. Les plus connus sont sans doute Ilya Repin et Ivan Shishkin, Alors oui, et Lévitan aussi. et Isaac Levitan. Et oui, Répine, Lévitan, oh, il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en France, on connaît, je crois, pratiquement que Répine. Vous citez Les Bouleaux d'Isaac Levitan et Oui. Le Clair de Lune. Alors là, je vais mal le prononcer. Ah, d'Arkhip Quingy. Kunji, oui. Quingy, c'est ça? Kunji, c'est sublime. Comme deux de vos toiles favorites. Ah oui, mais c'est Euh, sublimissime. Il y a beaucoup de toiles qui représentent la nature sauvage Oui. au sein de ce mouvement. Ce qui a soulevé en moi cette question, est-ce qu'il vous arrive encore de dormir en forêt ou de marcher à la belle étoile? Non, non, non. Mais je préfère de loin la nature en peinture. Intéressant. Ah, mais vraiment. Il y a moins d'insectes. Et, non, non, mais autant Musset, lui, a fait du théâtre dans un fauteuil, au moins, la balade dans un fauteuil, c'est un rêve. Mais vraiment, vous me collez dans une maison de campagne, face à la fenêtre, je suis enchanté, mais je reste dans le salon. Euh, et éventuellement, j'irai jusqu'à l'étang là-bas, mais pas beaucoup. Pas beaucoup plus. Je le ferai une fois dans le séjour, mais Bon, ce projet, non, sauf en Angleterre. En Angleterre, là, put the wellies on and I just go off. Là, ça peut durer des heures. parce que la nature est bien arrangée en Angleterre. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça parce que j'adore l'Écosse et on ne peut pas tellement dire que ce soit bien rangé. Non, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça me rappelle ma nanny écossaise et qu'il y a un truc qui est c'est un des seuls endroits au monde où qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je n'ai aucun problème à être dehors. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait partie de la culture. Euh, the nice cup of tea au retour, les scones, peut-être que c'est ça qui me donne le courage d'y aller quand même. Je sais pas, mais j'adore ça. Non, mais je vais évoluer. Mais Le déclenchement de la guerre en Ukraine a rendu impossible ce projet de passer une nuit dans un musée de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. 4 mois après le début du conflit, c'est un bref échange que vous avez eu avec la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, à l'occasion de la remise de l'Ordre national du mérite, qui vous a amené vers le musée national géorgien. Pourriez-vous nous dire ce qu'elle
ce que vous lui avez dit et ce qu'elle vous a alors répondu? Non, c'est-à-dire que contrairement à la France, en Géorgie, quand le président vous décore, vous répondez. Vous devez répondre. Bon, moi, je ne savais pas. Donc, et je lui ai dit, avec ma gorge qui s'est nouée d'ailleurs, j'étais très ému. Je lui ai dit, parce qu'il y avait tous mes cousins géorgiens qui étaient là en plus. Et donc, je lui ai dit que j'étais très ému et très honoré, mais qu'au-delà de m'émouvoir ou de m'honorer, cette décoration m'obligeait. Et elle était debout à côté de moi, et là, elle s'est penchée, elle me dit, c'était le but. Et j'ai vu dans son œil qu'elle s'est dit, bon, ça va, il n'est pas trop con, il a pigé l'acteur. Et donc, je me suis dit, bah, puisque je me sens obligé, autant aller jusqu'au bout, et ben, autant choisir un musée en Géorgie, et autant que ce soit celui où se trouve le portrait de mon arrière-grand-mère. Et donc, j'ai demandé où se trouve le portrait de Milita Tcholokhashvili. On me dit au musée des Beaux-Arts. Je dis pas très bien. Ah, on me dit oui, mais non, parce que le musée des Beaux-Arts est en réfection. Ah, mais c'est pas grave, parce que la collection du musée des Beaux-Arts est maintenant au musée national. Merveilleux, le musée national regorge de trésors, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a une collection, une partie de la collection qu'on appelle le trésor, qui est composé d'objets d'orfèvrerie d'or qui viennent du trésor de la Toison d'Or. Entre autres, il y a aussi les icônes, non, je souris parce que je repense à l'excuse qu'avait donnée le ministère parce qu'ils se sont soi-disant trompés de musée. Bon, en fait, pas du tout, ils ne sont pas trompés, ils l'ont fait exprès, mais l'excuse qui avait été donnée pour que je n'aille pas au musée national comme prévu a été « on ne pouvait pas laisser un homme en pyjama face aux icônes ». C'était extraordinaire. J'allais souiller les icônes de ma présence en pyjama. Il était hors de question que je me mette en pyjama dans cet endroit de toute façon, mais bon, voilà, ça a été l'excuse donnée. Les Géorgiens, pour ça, sont extraordinaires. Ils n'ont aucune limite. Il n'y a qu'à voir leur cinéma, d'ailleurs, mais aucune limite. On m'a dit de supprimer le parallèle suivant, mais je le maintiens quand même. La littérature occidentale commence par ces mots d'Homère dans l'Iliade. « Chante, déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée, détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre ». On peut dire que l'entrée de Guillaume Gallienne dans la littérature se fit sur le mode suivant. « Chante, déesse, la colère de Guillaume Gallienne, l'arrière-petit-fils de Mélita, colère qui aux Géorgiens valut un embarras sans fin ». Pourquoi? Non, mais vous avez raison, la littérature commence par la colère, ça c'est sûr. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Mais j'ai mis longtemps à accepter. Parce que pendant cette nuit-là, j'ai écrit à peu près 30 pages de rage, parce que donc ils se sont trompés de musée, soi-disant. Mais en fait, ils m'ont collé à la Galerie nationale où il y avait 2 salles. Donc je suis arrivé, j'ai hurlé. Et puis on m'a dit, j'ai dit, mais il est où le tableau de mon arrière-grand-mère? On me dit, non, non, rassurez-vous, ils l'ont monté spécialement pour vous ce matin. Et donc je monte à l'étage, et entre les 2 salles, il y avait un pauvre sas où ils avaient collé une soi-disant cloison, ils avaient flanqué le portrait de mon arrière-grand-mère là, mais vraiment, mais c'était odieux. Donc voilà, j'étais furieux. Et puis j'ai écrit donc 30 pages de rage pendant la nuit. Ensuite, pendant les 15 jours qu'on suivit, de retour en France, j'ai dû écrire une 40aine de pages, mais tout aussi pleine d'amertume et de déception. Et puis voilà, et point. Et je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne veux pas faire un livre de ça, ça n'a aucun intérêt. Et il m'a fallu 18 mois pour accepter, pour me dire que finalement, cette colère était un bon début, parce que elle racontait quelque chose de très personnel. Et donc, j'ai décidé de tirer ce fil-là, celui de la colère, et je me suis rendu compte, en fait, assez rapidement, que j'écrivais pour mon fils, et que j'écrivais pour lui dire d'où venait ma colère, et donc lui dire que les fois où j'ai pu monter dans les tours avec lui, il n'était pas responsable. Ce n'était pas à cause de lui que je montais dans les tours. Cette colère me venait d'ailleurs. Et donc, c'était pour lui expliquer ça, pour lui faire comprendre. Et aussi pour réfléchir sur qu'est-ce qu'un héritage, qu'est-ce que la transmission, qu'est-ce que l'atavisme. Il y a des choses qu'on peut... En France, légalement, on a le droit de refuser un héritage, on a le droit de dire « j'en veux pas ». Bon.
Ça, c'est financier. Dans la vie, on a beau refuser, parfois on se les trimballe, les dossiers. On a beau dire j'en veux pas, ben oui, mais on a quelques atavismes. Après, c'est bien de les cerner et de savoir les reconnaître et tout ça. Et puis parfois, il y a des choses, on choisit de ne pas les répéter. On dit non, ça non. Ça vraiment, moi pas. Ça a beau couler dans les veines de tout le monde, ben moi non. Mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail aussi. Bref, voilà. D'ailleurs, la colère, assez vite dans le roman, je trouve, cède la place à une autre émotion, à la filiation, à la mémoire. Et vous avez dit, à propos de cette dédicace à votre fils, puisque le livre est dédié à votre fils Tado, que c'était un livre de l'anti-atavisme. Oui. Oui. Je voulais vous soumettre un extrait d'un texte de Sioran, La chute dans le temps, qui parle de la colère. Pénible autant que nécessaire, la colère nous empêche de tomber en proie à des obsessions et nous épargne le risque de complications sérieuses. C'est une crise de démence qui nous préserve de la démence. Tant que nous pouvons compter sur elle, sur son apparition régulière, notre équilibre est assuré, de même que notre honte. Qu'elle soit un obstacle à l'avancement spirituel, on en conviendra aisément, mais pour l'écrivain, puisqu'aussi bien c'est son cas que nous envisageons ici, il n'est pas bon, il est même périlleux de maîtriser ses mouvements d'humeur. Qu'il les entretienne de son mieux sous peine de mort littéraire. Pensez-vous que Sioran ait raison? La de Sioran est dingue. Qu'un artiste doive cultiver ses colères? Est-ce qu'il faut être un homme en colère? En tout cas, ça n'est plus l'époque. L'époque n'aime pas ça. Hein. L'époque n'aime plus ça. Faut faire attention, il faut être très vigilant. Je travaille en groupe, moi, depuis toujours. Il faut être très attention parce que le problème de la colère, c'est qu'elle fait des dégâts. Et ça, on ne peut pas les mesurer. Parce qu'il y a des gens qui ont une fragilité, qui ne sont pas forcément des gens fragiles, mais ils ont une fragilité, c'est celle-là. La colère les paralyse, vraiment les paralyse. Ils ne savent pas du tout comment agir. Ils sont tout d'un coup, ils se sentent annulés. Et ça, c'est très violent. Et donc, il faut faire attention quand même. Est-ce que vous avez appris vous-même à maîtriser votre colère? Pas du tout. Non, mais pas du tout. Alors, pour le coup, c'est horrible. Hein. Là, ce que j'aime dans la phrase de Sioran, c'est qu'il l'associe à la honte. Il a raison. Et vous sauriez mettre le doigt sur ce qui vous met le plus en colère? On me l'a déjà demandé et à chaque fois, je réponds à un truc différent. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui me met le plus en colère? J'ai relevé une phrase du livre, moi, à ce propos. Dites-moi. Depuis l'enfance, la moindre injustice me fait chavirer dans un effet presque incontrôlable. Oui, et la question de l'injustice revient quand même assez régulièrement dans le livre. Oui. Disons que c'est certainement la chose la principale sur laquelle je peux monter dans les tours. Mais c'est pas seulement ça, c'est surtout... Non, je crois que c'est dès qu'il y a une entrave à ma liberté, en fait. Dès qu'il y a une entrave à ma liberté, ça me fait monter dans les tours, je crois. Vraiment. Je voudrais que vous nous disiez d'où vient le titre du roman, qui est très beau quand même, Le Buveur de Brume. Le Buveur de Brume, en fait, c'est un ami qui me l'a filé. Parce qu'il se trouve que la brume était présente énormément dans mon récit, mais étonnamment, je ne pensais pas du tout à ce titre-là. Et puis, c'est un ami qui s'appelle Grégoire Eloi, qui est photographe, et qui a notamment pris énormément de photos en Géorgie. Et un jour, on est allé voir une de ses expos, le dernier jour. On était seul avec mon épouse et lui. Il nous a montré son expo merveilleuse de photos prises en Géorgie. Et son livre s'appelait Brume. Et je dis, quel beau titre, c'est magnifique, Brume et tout ça. Et je lui dis, c'est drôle, parce que moi, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est marrant. Et puis, il me dit, au départ, le titre initial devait être Buveur de Brume.
Je dis, mais pourquoi tu n'as pas pris ce titre sublime? Il me dit, mon éditeur trouvait ça trop long. Oui, j'ai très con, ton éditeur, parce que c'est sublimissime en plus. Et, euh, et il me dit, bah, si tu veux, je te le donne. Alors, je dis, ah, bah, je prends, mais direct. Parce que c'était pile en plus ce que je racontais. Euh, alors en anglais, c'est très beau, The Fog Catcher. Euh, mais en plus, ça existe. Et puis, donc, je lui dis, bah, donc, je le prends. Il me dit, juste pour ton information, sache qu'il n'y en a pas du tout en Géorgie. Je dis, mais non. Je dis, mais comment ça? Mais tu m'as dit que ça devait s'appeler comme ça pour tes photos en Géorgie. Il dit, oui, mais il n'y en a pas en Géorgie. Puisqu'en Géorgie, il n'y a aucun problème d'eau. Donc, il n'y a pas de buveur de brume en Géorgie. Je dis, je m'en fous. Je m'en fous, je le garde quand même. Et donc, ce sont des peuples des Andes. Oui, c'est surtout dans les Andes, en effet. En fait, c'est dans des montagnes arides où, pour essayer d'avoir un peu d'eau, ils tendent des filets entre les montagnes pour récolter les gouttelettes formées dans la brume. Et en effet, c'est vrai qu'en Géorgie, il n'y a pas de buveur de brume. Mais tant pis, maintenant, il y en a un. Et puis, une autre raison pour laquelle peut-être ce roman pourrait porter ce titre est liée à la citation de Marcel Proust que vous avez placée astucieusement en ouverture du livre. Est-ce que je peux vous solliciter pour la lire? Oui, bien sûr. Si ça ne vous dérange pas. Ah, vous l'avez ramené? Rapporté. Si vous avez raison. Vous êtes à l'atelier. Toute ma jeunesse, apporter au lieu d'amener ou c'est Kiki, ça, toute ma jeunesse. Et c'est agréable d'avoir des parents cultivés, n'empêche. Alors, mais les jours de brume, je voudrais m'éveiller pour la première fois dans un château que je n'aurais vu qu'à la nuit, me lever tard, et grelottant dans ma chemise de nuit, revenant gaiement me brûler près du grand feu dans la cheminée, près duquel le soleil glacé d'hiver vient se chauffer sur le tapis, je verrais par la fenêtre un espace que je ne connais pas, et entre les ailes du château, qui paraissent fort belles, une vaste cour où les cochers poussent les chevaux qui tantôt nous emmèneront en forêt voir les étangs et le monastère, tandis que la châtelaine, tôt levée, recommande qu'on ne fasse pas de bruit pour ne pas m'éveiller. Il se trouve que pour vous... Bravo Marcel, mais ça c'est mon rêve, moi ça. il se trouve que pour vous, Guillaume Gallienne, ce château et cette châtelaine ont vraiment existé dans une région de l'est de la Géorgie, très précisément, un lieu qui s'appelle Kashmi. Oui. Kashmi. Oui. Kashmi. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est ce lieu et à quoi il a ressemblé? Oui, il a ressemblé, vous avez bien vu. La propriété familiale, en effet, était une espèce de château. C'est un grand mot, château, mais bon, oui, il y a des tours, des créneaux, et c'est fortifié. Mais bon, c'est une maison noble fortifiée, disons, qui s'appelle Karabulak. Karabulak est une légende assez belle parce que à un moment, le château, c'était un château qui avait été offert à la famille au XVe siècle à peu près, mais dont une des tours datait du XIIe et du XIIIe. Et puis, avec une petite chapelle familiale où sont enterrés certains de mes aïeux d'ailleurs. On peut dire le nom de cette famille d'ailleurs, puisque je crois qu'on l'a pas encore prononcé. Les Tcholokashvili, c'est le titre, les princes Tcholokashvili, c'est donc la famille de mon arrière-grand-mère, et c'était une très grande famille de Géorgie depuis le IXe siècle. Et cette propriété, donc, il y avait une source qui était sous le château, qui passait sous le château, pour notamment rafraîchir les kvarti. Kvarti, c'est les énormes jarres en terre cuite dans lesquels sont conservés le vin, dans lequel est conservé le vin en Géorgie. C'est une région viticole de la Géorgie qui s'appelle la Kakheti, où on fait le meilleur vin géorgien, et les vignes géorgiennes étant les plus anciennes du monde, elles remontent à 8000 ans avant Jésus-Christ, et justement cette façon de vinifier dans ces jarres enterrées sous terre, ces énormes jarres enterrées sous terre pour garder la fraîcheur, malgré les 45 degrés qu'il peut y avoir l'été, cette façon de vinifier perdure toujours encore aujourd'hui en Géorgie. Et donc, il y a une source d'eau. Et il y a le cours d'eau
quitte le château et va dehors. Il se trouve qu'à un moment, le château était encerclé, assiégé par les Perses, et que le prince Tcholokashvili leur a jeté un sort. En fait, il a mis du poison dans l'eau. Ce qui fait qu'il les a empoisonnés. Ces idiots n'ont pas fait attention que l'eau venait du château, parce que la source apparaît tout d'un coup au milieu d'un champ pas loin, mais en fait, elle vient du château. Et donc, ils ont bu, et ils ont commencé à cracher du noir. Et donc, ils l'ont appelé eau noire, Karabullah. Et ils l'ont appelé comme ça. Et les Tcholokashvili ont décidé de garder le nom pour effrayer un éventuel autre envahisseur. En disant, nous, on s'appelle eau noire. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir venir? Et voilà. Et c'est resté. Ça, c'est une des légendes. Vous racontez une anecdote qui permet aussi de dire l'importance de cette lignée, de cette famille princière dans la Russie tsariste, qui est celle de l'aide de camp de Nicolas II. Ah non, c'était Alexandre III. D'Alexandre III. Oui, non, mais c'était une famille, oui. C'était, voilà, il y avait 2 saints dans la famille. Il y en avait un qui avait carrément écrit le premier livre jamais fait en Georgia. Il y en avait un autre qui avait. Enfin, je veux dire, il y a un autre qui a créé le monastère de Jérusalem. Il y a un autre qui a. Enfin, non, ils ont fait des choses quand même. Et un jour, donc, la Géorgie a été occupée par les Russes dès le début du 19e, sous prétexte d'avoir besoin de traverser la Géorgie pour une guerre contre les Turcs. En fait, ils ont traversé, mais ils ne sont jamais partis. Bon. Et c'est vraiment sans fin, cette histoire. Et à un moment, il y a des envoyés du tsar Alexandre III qui sont venus voir, donc je crois que c'était le père de mon arrière-grand-mère, le prince Tado, et en lui disant que le tsar lui faisait l'immense honneur de le nommer son aide de camp. Et ce à quoi le prince Tado a répondu, alors merci infiniment, mais nous, les princes Tcholokashvili, chez nous, personne n'est aide de camp. Voilà. Ça, non. Il y a des limites. Et voilà, et c'était réglé. En allant en Géorgie, vous alliez donc à la rencontre, aux retrouvailles avec ces aïeux illustres, et parmi eux, votre arrière-grand-mère, que vous avez connue jusqu'à vos 14 ans, si je ne me trompe pas, qui s'appelait donc Melita Tcholokashvili. Ouais, pas chocolat. Pas chocolat. Il y avait 0 chocolat. Surnommé Babou, ce sera plus simple. Voilà, on l'appelait Babou. Pour la suite, il se trouve qu'elle a fait l'objet d'un portrait du peintre Sorine qui est exposé ordinairement au Musée national géorgien. Qui était un élève de Répine d'ailleurs. Qui était un élève de Répine. Et vous considérez-vous que le portrait que le peintre a fait de lui est un portrait raté? Totalement. En disant qu'elle a sur cette toile un air hautain qui ne lui ressemblait pas du tout. Non, mais c'est vrai, vraiment, c'est pas du tout elle, mais bon. Alors, j'ai une question un peu malicieuse. J'ai découvert en préparant l'entretien que Sorine avait apparemment pour habitude de parler à ses modèles pendant les séances de pose pour découvrir leurs expressions les plus caractéristiques. Et je me suis demandé si, en voyant ce portrait et l'air qu'arbore votre arrière-grand-mère, vous avez vous-même une idée de ce qu'aurait pu dire le peintre pour lui inspirer cette attitude? Oui, l'agacement extrême, mais parce qu'elle n'en pouvait plus. Il lui disait tout le temps, il passait son temps à lui dire « Non, mais vous êtes belle quand vous êtes expressive. La princesse Eristova, elle est belle tout le temps, mais vous, c'est quand vous êtes expressive. » Alors elle disait « Douda moi, et moi je rentre à la maison. » Mais c'est surtout, c'est que... Mais ça, c'est un truc qui m'agace souvent, c'est que les hommes ne savent pas décrire bien les femmes, et très souvent, ils le font en exagérant des choses très intimes. C'est-à-dire qu'ils perçoivent vaguement un truc intime, sauf qu'ils ne savent pas le nommer, ils ne savent pas en rendre compte, et très souvent, ils exagèrent. Et donc, c'est pour ça que très souvent, quand ils veulent critiquer un truc, une femme, tout de suite, ils l'hystérisent. Enfin, bon, ça me rend dingue. Et là, en l'occurrence, c'est de toute évidence une femme qui n'aime pas qu'on la devine. Et lui, de toute évidence, elle le met au défi de le faire et il n'y arrive pas. Mais il y en a plein. Catherine Deneuve n'aime pas qu'on la devine. Elle n'aime pas du tout.
Et il y a des femmes comme ça qui n'aiment pas. Et donc, voilà, elle le met visiblement au défi de le faire, sauf que au lieu de juste raconter ça, parce qu'il en est, est-ce que c'est par manque de temps, de courage, ou je ne sais pas, mais au lieu de raconter ça, ce défi-là, il en fait quelque chose de hautaine. Elle n'a jamais eu une expression hautaine de sa vie. Justement, c'était là toute sa classe. Elle n'avait absolument pas besoin de prendre des airs. Elle prenait aucun air. Tout était toujours d'une simplicité, d'une évidence. Elle avait un code de conduite tel qu'elle était inébranlable. Mais vraiment, elle était d'une force de caractère incroyable. Elle avait une autorité naturelle époustouflante. Mais du coup, elle, pour le coup, n'avait jamais besoin de se mettre en colère. Mais vraiment, aucun besoin. L'œil suffisait amplement. Mais mais en même temps, les choses étaient très simples avec elle. Je me souviens un jour, je lui dis, mais les bonnes manières, c'est compliqué. Elle me dit, oh non, mon chéri, s'il y a une chose qui est simple, c'est les bonnes manières. Il suffit simplement d'avoir bon cœur et de se mettre à la place des autres. Tu sors de toi-même, tu penses à l'autre et les bonnes manières viennent tout à fait naturelles. Et c'était pour elle sans aucune discussion. Alors vraiment, il n'y avait rien de compliqué. Cette arrière-grand-mère est une des figures qu'on retrouve tout au long de ce récit. Il y a aussi son mari, Konstantin Zelensky, sa fille, votre grand-mère, donc Lydia Zelensky, surnommée Kai. Oui. C'est ça? Kai, oui. Et son époux, Georges Rothman. Rodvan. Rodvan? Oui, Georges Rodvan. C'était un. Je me suis fait un petit arbre généalogique Oui, en ouverture. lui, il avait des origines juives polonaises. C'était une banque, c'était des banquiers juifs polonais qui s'étaient convertis au protestantisme et ensuite qui étaient devenus pétersbourgeois. Et sa mère, à lui, était aussi d'une immense beauté, mais vraiment d'une immense beauté. Et, et puis, et lui, pour le coup, ils avaient quitté, ses parents ont quitté Saint-Pétersbourg au tout début de la Révolution, même juste avant, je pense. Et, ses parents ont décidé de s'installer en France, mais de divorcer. Et le temps de faire tout ça, ils l'ont flanqué chez sa nanny anglaise. Et donc, il a été élevé en Angleterre les premières années enfin, il a quitté Saint-Pétersbourg, il avait 5 ans. Et donc, de 5 à au moins jusqu'à 7-8 ans, il a vécu en Angleterre chez la nanny. Donc, il était parfaitement bilingue en anglais, à un tel point qu'il inventait des limericks, et très drôle. Et il écrivait aussi, et il est devenu après reporter, grand journaliste en France, mais il écrivait aussi pour la presse anglaise. Et puis après, il a travaillé pour les services secrets britanniques pendant la guerre à Madrid. Je ne voudrais pas trop défraîchir la trajectoire de ces différentes figures, puisque c'est ce qui traverse le livre. Mais en le lisant, je me suis fait la réflexion que, en parlant de votre famille, dans ce roman, vous poursuivez le travail d'introspection et de transparence que vous aviez déjà entamé avec Guillaume et les garçons à table, les garçons et Guillaume à table. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la dimension fortement autobiographique de votre œuvre? Est-ce que pour vous, la création consiste à se mettre à nu? Non, pas du tout, non. Que ce soit en littérature ou dans le théâtre, hein. Non, c'est qu'à chaque fois, non. C'est uniquement, ça ne m'intéresse que s'il y a un thème qui se dégage de l'histoire que j'ai envie de raconter. Enfin, s'il y a un thème, voilà, c'est l'inverse. Si pour raconter, pour tirer ce thème-là, je dois raconter quelque chose de personnel, alors je le fais. Mais il se trouve, c'est parce qu'il y a un thème que je trouve intéressant. Mais intéressant pour les autres. Moi, sinon, je paye des psys pour ça. Très bien. Et donc, c'est... Et donc, dans votre œuvre, il peut y avoir des angles réservés aux mensonges, sans forcément révéler lesquels. Le mensonge, c'est un grand mot. Est-ce que vous mentez parfois à vos lecteurs ou à vos spectateurs? Non, j'aime pas tellement ça. Non, mais ça, j'ai menti énormément ado et après, j'ai décidé d'arrêter un jour. Non, mais c'est vrai, franchement, ça a été cause de tellement de déconvenues et de malheurs. Non, j'aime pas du tout le mensonge. L'omission, oui. On n'est pas obligé de tout dire. Mais le mensonge, non, c'est pas du tout ma tasse de thé.
Non, il se trouve que si le thème Les garçons et Guillaume à table, ça m'est venu tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on était pas mal, surtout de mecs, mais probablement des femmes aussi, de ma génération, à avoir été étiquetés d'une sexualité, en l'occurrence d'une homosexualité, tout petit, avant même de pouvoir découvrir la sexualité, sous prétexte que, donc j'ai essayé d'analyser la chose, et que, en fait, je me suis rendu compte, tous ceux chez qui je percevais cette chose, c'était des gens qui souvent avaient grandi dans un milieu un peu bourgeois, très souvent après mai 68, s'étaient retrouvés avec des parents qui, sous prétexte que le tabou de l'homosexualité était tombé, avaient dit, bon, bah, lui, il est homo, pauvre gosse, il a 4 ans, qu'est-ce qu'il en sait, enfin, et tout ça parce qu'il ne répondait pas aux clichés, aux critères de virilité de l'époque, ou je sais pas quoi, je ne sais quelle bêtise absurde. Et en fait, j'ai constaté ça, et je me suis dit, bah, si je raconte mon histoire, ça va peut-être faire du bien à d'autres gens. Euh, et je ne m'attendais pas à ce point-là. Mais bon. Et là, le buveur de brume, c'est la même chose. C'est que en discutant avec des gens, je me rends compte à quel point à quel point très vite, en fait, il suffit de gratter un peu et très vite, les gens parlent de leurs parents et des atavismes, de ce qui se trimballe, de ce qui... Et je me dis, mais on n'est peut-être pas obligé, ou bien alors quitte à ne pas s'en remettre de quelque chose, peut-être le nommer, le cerner, dans tous les sens du terme. Voilà, c'est souvent des choses comme ça qui me font... Mais après, Marilyn, c'était pas du tout ma vie à moi. Marilyn, mon deuxième long métrage, c'est pas moi. Oblomov, c'est pas moi. Et pourtant, mon Dieu, que je me sens proche d'Oblomov. Donc, il y a des Lucrèce, j'ai mis des choses de moi que personne n'a vues, mais qui étaient extrêmement personnelles et intimes, et je peux vous dire que je les ai mis. Donc, j'ai pas... J'aurais fait ça dans tous mes rôles. Hein. J'aurais peut-être une autre question sur Les garçons et Guillaume à table plus tard, mais je voudrais en rester sur la question de l'art et de l'acte de création artistique. J'ai relevé dans votre roman une autre phrase à propos de votre impatience à passer la nuit dans le musée, avant donc la désillusion dont on a parlé un peu plus tôt. Vous écrivez « Attendant ce moment, une icône me fera-t-elle pleurer ? Un artiste va-t-il me comprendre à un tel point qu'une part inconnue de moi-même acceptera enfin de se découvrir ?» Vous ne dites pas « vais-je comprendre un artiste ?» Vous dites « un artiste va-t-il me comprendre ?» Ah bah oui. Pour quelle raison? Ah bah moi je pense que c'est comme ça que ça se passe. Le spectateur est passif face à l'œuvre? C'est pas passif. C'est pas, non. Il reçoit. Non, ça se fait dans les deux sens. Mais le mystère est entre les deux. Mais ça, c'est comme dans l'icône. Le mystère est entre les deux. Mais l'œuvre, il faut que... Elle vous révèle quelque chose de vous. Sinon, si on me dit, et c'est à ce moment-là qu'il a perdu son petit chien, je m'en fous. Non, mais vraiment, pardon, mais je m'en fous complètement. En revanche, si tout d'un coup, il y a une solitude, un désœuvrement, et juste une ombre sur un tapis face à quelqu'un qui regarde cette ombre totalement esselée, ça me bouleversera. Alors si après on me dit c'est parce qu'en fait il a perdu son petit chien et ça c'est l'ombre, ah oui, bon d'accord. Moi ça me bouleversera sur le deuil. Et là je dirais, la solitude et le... David Hockney par exemple, il n'y a pratiquement qu'une toile où il y a une ombre. Et elle est sous la table. Et elle n'a aucune raison d'être, cette ombre. Et en fait, c'est parce qu'il venait de se séparer de son amoureux. Et l'ombre, là, pour le coup, elle est vraiment bouleversante. Mais l'œuvre m'a touché sans qu'on me dise ils s'étaient séparés. Un mouchoir qui tombe peut être le levier avec lequel un écrivain ébranlera le monde, je crois, Balzac. Bah ouais.
Bah, c'est drôle parce que c'est drôle, ça a été toute une séance de répétition de Strehler dans la trilogie de la villégiature avec Ludmilla et Michael sur le mouchoir qui tombait. Il a emmerdé tout le monde pendant un après-midi entier juste à cause du mouchoir qui tombait. Et en fait, il expliquait le mouchoir qui tombait, qu'est-ce que c'était? C'est comme un vol, mais c'est un vol qui inexorablement va toucher terre, qui inexorablement va à la terre, mais c'est quand même un vol et c'est quand même la grâce. Et en fait, au bout d'un moment, Ludmilla a compris qu'il parlait du rôle. Et donc elle a dit, c'est bon, j'ai compris, Giorgio. J'avais rapproché ce que vous disiez sur la compréhension par les artistes de leurs spectateurs d'une autre phrase du moraliste colombien Gómez Dávila. Notre opinion sur un grand livre est le verdict que ce livre porte sur nous. Ça, c'est trop intello. Trop intello. Alors, je ne saurais pas répondre à ça. Non, alors, vous avez 4 heures. Voilà, non, mais c'est en écho à ce que vous aviez dit vous-même. C'était pas pour vous faire réagir. Ce livre est aussi l'occasion pour vous de parler de votre admiration, alors dès l'adolescence pour Dostoïevski et ensuite pour Tchekhov, à propos duquel vous parlez à plusieurs reprises. Et je voulais vous faire réagir à quelques lignes d'un bref essai que André Markovits, le traducteur des œuvres complètes de Tchekhov chez Actes Sud, avait dédié à la guerre en Ukraine et qui termine par les lignes suivantes. Il continue, il a un blog génial. Hein. Oui, où il traite de l'actualité du conflit. André Markovits dit, à propos de ce conflit, « Tchekhov, on le sait, n'aimait guère Dostoïevski, ni ses tempêtes métaphysiques, ni ses idées messianiques sur le destin de la Russie. Il disait que les écrivains ne doivent pas dire aux gens comment ils doivent vivre, mais leur montrer comment ils vivent. Dans cette guerre, comme dans tout le reste, les Russes doivent passer de Dostoïevski à Tchekhov, voir la réalité concrète, humaine, quotidienne de ce qui se passe, rejeter le mensonge de l'épopée, oui donc commencer à se voir tels qu'ils sont, c'est alors et alors seulement que l'Ukraine, au prix de quelle catastrophe, de quelle tragédie, aura libéré la Russie. » Bon courage. Mais c'est très juste. Vous partagez cette opinion? Ah oui, c'est très intelligent. Ah oui, c'est très intelligent. Mais c'est un regard de Russe de l'extérieur. C'est impossible à l'intérieur. Ça vous semble illusoire? Totalement impossible à l'intérieur. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Il fait moins 40, il n'y a rien à bouffer et tout le monde se fait chier. Ils sont obligés d'avoir un idéal. Et non, mais c'est vrai, leur dire voilà comment vous vivez, ça ne les intéresse pas du tout. Ils le savent très bien comment ils vivent. Ils vivent dans la misère, dans l'alcoolisme. C'est un des pays au monde où l'âge de mortalité rajeunit. Bon, avec les États-Unis à cause de l'obésité, mais eux, en l'occurrence, à cause de l'alcoolisme. Je veux dire, ils n'ont rien à bouffer, ils n'ont rien. Enfin, leur dire comment ils vivent, ils le savent très bien. Hein. Donc, ils préfèrent de loin Dostoïevski. Et la grandeur nationale, et l'épopée, et tout le bastringue. Tchekhov, oui, ils aiment Tchekhov, mais ils aiment Tchekhov comme... ils aiment Tchekhov presque comme... C'est pas intellectuel, c'est comme une douce... C'est plus... Comme, oui, de douceur de vivre, de proximité. Oui, c'est une poésie qu'ils aiment, c'est une poésie amusante de la vie, c'est une écriture circulaire géniale, hein, Tchekhov. Mais je ne suis pas sûr qu'ils voient Tchekhov comme Markovits voit Tchekhov. Vous voyez Tchekhov comme Markovits voit Tchekhov? Oui. C'est-à-dire parce que vous avez une phrase étonnante dans le livre, vous dites que dès 20 ans, vous avez su que Tchekhov serait l'un des dramaturges qui aurait le plus à vous apporter. Oui. Oui, parce que quand on travaille Tchekhov, comme un jour, Tchekhov, c'est nos gammes. C'est vraiment nos gammes quand on fait du théâtre. Et pourquoi? Parce que le théâtre de Tchekhov est composé de motifs. Et on s'en fout du personnage chez Tchekhov. Vraiment, on s'en fout. La psychologie du personnage, mais vraiment, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les motifs. Donc, par exemple, dans Les Trois Sœurs, à l'acte 1, Irina dit « il faut travailler ». C'est repris par Tuzenbach à l'acte 2, c'est repris par Kouligin à l'acte 3 et c'est repris par Olga et Verchinin à l'acte 4. Il y a que deviendrons-nous, que serons-nous dans 200 ans? C'est Verchinin à l'acte 1, c'est Kouligin à l'acte 2, ou Tchiboutykine, d'ailleurs, je ne sais plus. Non, Tchiboutykine à l'acte 3 et Olga à l'acte 4. Les thèmes je suis incapable d'aimer, hein, c'est Irina. Enfin, c'est tout le temps voilà, l'amour impossible, c'est un autre des motifs. Et c'est circulaire, ça, c'est pas de moi, hein, circulaire,
C'est un essai que je vous recommande extraordinaire d'un auteur américain, d'un helléniste américain qui s'appelle Daniel Mandelson et qui a écrit entre autres Les Disparus et Une Odyssée, qui est un chef-d'œuvre. Mais il a écrit un essai qui s'appelle Trois anneaux, dans lequel il compare l'écriture linéaire de l'écriture circulaire. L'écriture linéaire, c'est le Talmud, entre autres. C'est un art de l'ellipse et l'écriture circulaire, c'est évidemment Homère, l'Odyssée, et Proust, évidemment, et Tchekhov. Il a une espèce de postulat comme quoi l'écriture circulaire est optimiste parce que selon lui, elle prétend tout dire. Ce que je trouve assez beau. Ça me rassure, moi, que ça existe. Je regarde si... Oui, vous dites Proust et Tchekhov sont les maîtres de cet art né de la vie sans grand événement. Ils vont chercher dans leur quotidien ce qu'il y a de plus humain, ce que chacun montre ou veut cacher, le minable et le beau, et ils en tissent une œuvre qui reprend comme une ronde toutes ces couleurs de la vie. Leur écriture circulaire est définitivement celle qui me plaît le plus, et là vous citez Daniel Mandelson, car elle est optimiste, elle prétend tout dire. Ce sont les motifs qui vont et qui viennent, et cette musique s'apparente à celle du cœur. Ah oui, parce que c'est des gens qui vous font comprendre que toute vie peut devenir une œuvre. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que l'idée de l'héroïsme qu'on a tant charrié quand même depuis la mythologie, non. Et d'ailleurs, c'est drôle, Jeanne Moreau, par exemple, quand elle acceptait un rôle, elle cherchait deux choses pour trouver le rôle, les pompes, ça c'est physique, mais sinon, elle cherchait l'équivalent dans la mythologie. Et c'est vrai. En fait, toutes ces figures, elles sont intéressantes si on peut en faire quelque chose, nous. Sinon, bon, les héros, c'est bien beau, mais on dirait la duchesse de Guermantes qui dit « Oh, mais j'ai plein de respect pour les héros, mais c'est pas à Vercingétorix que j'appellerais pour servir de 14e, ou je sais plus comment elle dit ça. » Mais c'est des auteurs qui ont un tel amour de l'autre, quel qu'il soit. C'est pour ça d'ailleurs que les deux traitent socialement autant les riches, les pauvres, les domestiques, pas les domestiques, les machins. Il y a tout le monde et il y a une égalité totale finalement dans le regard. Alors, c'était beau. Chez vous, il y a du Tchekhov. Et en tout cas, dans votre famille, il y a aussi du Dostoïevski, il y a aussi des figures, dans votre famille, je parle, implacables, parfois cruelles. J'ai été... Pas à ce point-là, quand même. Ah bah, cruelles, je pense en particulier au divorce de vos arrière-grands-parents paternels et à la scène que ça c'est affreux. Et à la scène que vous racontez oui, ça, c'est affreux. en 1905. Ah oui, non, ça c'est horrible, en effet. Qu'a vécu votre grand-mère? Elle a connu l'irréparable, c'est-à-dire que... Là, on est plutôt du côté de Dostoïevski. Ouais, peut-être, je sais pas. Il y a une noirceur chez Dostoïevski que, en plus, il y a un antisémitisme que je déteste. Mais non, ma grand-mère, la pauvre, en effet, ses parents ont divorcé. Elle avait 10 ans en 1905, être fille de divorcé. Vous imaginez les humiliations. Et en partant, le père, en quittant la maison, le père se tourne vers ses deux filles et leur mère, et il dit « j'en veux une des deux », et la mère, mais sans une seconde d'hésitation, a pris sa fille aînée, ma grand-mère, par l'épaule et a dit « prends celle-là ». Et ça, c'est irréparable. Ça, c'est irréparable, on ne peut pas se remettre de ça. Elle s'est retrouvée avec ce père qui l'a... C'était une marchandise, enfin, franchement, j'en veux une des deux. Et une marâtre, et elle a souffert toute sa vie. Elle n'a été que souffrance et méchanceté, enfin folie et méchanceté. Et elle a reproduit exactement le même schéma. Enfin, exactement non, mais elle a adoré son cadet et elle a été absolument épouvantable avec son fils aîné, mon père. Et c'est de là d'où vient la colère de mon père. Et sa paranoïa et tout ça, c'est des choses... L'atavisme, il est là. Il vient de là. C'est sûr. Mais il y a des gens, vraiment, ils ont des tronches de faits divers. C'est pas possible. Non, mais, non, mais quelle idée de... J'en veux une des deux.
Glissez vers la phrénologie, là. Non, mais enfin, bon. J'ai une dernière question inspirée par la Russie. Quand on vous interroge sur le peuple russe, vous aimez à citer une phrase du poète Lermontov. Le peuple russe est un peuple d'esclaves et de princes. Ouais. Et vous ajoutez ce commentaire, vous constatez que là-bas, il faut savoir tout de suite qui tient le knout. Ah oui. Quel sens ça a? Ah bah ça a un sens. Moi, je l'ai vécu, mais alors dans ma chair. Mais c'est drôle, ça n'a fait qu'un tour. En arrivant chez Remetiev, l'aéroport de Moscou, la première fois de ma vie, j'arrive, tout comme ça, émerveillé, des gestes merveilleux. Enfin bon, et j'arrive, mais vraiment, un dessin de Penne. Et je tombe sur. Il y avait une moujik qui était à l'aéroport et je lui demande un renseignement et elle m'envoie paître. Mais dans la seconde, mais ça n'a fait qu'un tour. Mais vraiment, je dis Niekagda. Tout d'un coup, je l'ai pas insulté, mais tout de suite, j'ai répondu, mais comme si je la fouettais. En disant non, tu me parles pas comme ça. Et tout de suite, elle a courbé les chines et elle m'a indiqué comme ça. Mais parce qu'au départ, elle m'a envoyé péter. Je fais non, mais même pas en rêve, tu me parles comme ça. Et tout de suite, et c'est vrai, c'est terrible, mais comment on se parle parfois en Russie, mais c'est lapidaire. Ben, il faut ça. C'est des tempéraments, ça fouette. On a dit tout à l'heure que le roman était dédié à votre fils Tado. Est-ce que je peux vous demander, si ça n'est pas indiscret, s'il l'a lu? Je suppose que oui. Oui, il l'a lu, mais Et quelle a été sa réaction à la lecture? non, il m'a est-ce qu'il juste vous a dit dit une phrase qui vous a marqué ou... non. Il m'a juste dit franchement, il n'y a rien que je ne savais pas, quoi. Euh, mais non, pour l'instant, il ne m'en a pas parlé. Mais parce qu'il est il vient de partir aux États-Unis à l'université, il était très préoccupé par ça. Ça lui a demandé 1 an de travail vraiment assez ardu et tout ça. Et il pensait vraiment qu'à ça. Donc, il l'a lu cet été, mais il a mis des plombes à le lire. Bon, non, c'est un truc qu'il lira peut-être, qu'il relira peut-être plus tard, mais je ne sais même pas. Mais il a pigé, hein. Et puis dans ce livre, vous donnez aussi quelques astuces aux parents de jeunes enfants pour faire visiter les musées, Oui. que j'ai trouvé assez malines toutes les deux. Est-ce que vous pourriez les partager? Ah oui, bien sûr. C'est Ce que vous faisiez mais avec ça, lui, c'est donc. beaucoup avec Amandine. C'est ma femme qui est géniale parce qu'elle a fait de l'art et qu'elle est artiste. Mais elle, non, souvent, on a plusieurs trucs. Il y en a un qui est, tu vas dans la salle d'à côté. Bon, déjà, un petit, chaque musée, on y va, mais on fait que 3 salles. Ça, c'est la base. Surtout pas tout exhaustif, c'est épouvantable pour un moment. On n'en fait que 3. Le reste, tu traces. Si tu as envie de t'arrêter sur un truc, tu t'arrêtes. Mais sinon, on trace et on se fait ces 3 salles. Alors là, dans les 3 salles, on dit, tu vas dans la prochaine, tu choisis une œuvre, tu reviens, tu me mets les mains devant les yeux, tu m'emmènes devant l'œuvre que tu as choisie et tu me la décris. Alors ça, c'est très drôle parce que souvent, le gosse vous dit, bah, il y a une énorme libellule et machin. Et puis au moment où vous ouvrez les yeux, vous dites, elle est où la libellule? Et évidemment, elle est là en bas, au niveau de ses yeux, évidemment, et elle n'est pas du tout énorme, mais bon. Mais au-delà de ça, ça permet, à force des questions qu'on pose, de lui apprendre à décrire. Donc au départ, évidemment, on dit, mais c'est grand ou c'est petit? C'est plus grand que moi Bon, est-ce que c'est puis noir et blanc en couleur? Et puis au bout d'un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens dans ce tableau? Et puis au bout d'un moment, on lui apprend figuratif et puis abstrait. Et puis on y va. Et puis les natures mortes. Et puis les perspectives. Et premier plan, deuxième plan. Enfin, après, on développe. Mais donc, ça permet ça. Et puis, il y avait un autre truc, ça, je l'avais inventé avec lui au Prado. Il voulait... Il s'embêtait. Donc, au moment, je dis, bon, tu vas dans la salle d'à côté, tu choisis un tableau, tu inventes un titre, tu reviens. Et quand j'arrive dans la salle d'à côté, il faut que je devine de quel tableau il s'agit. Et donc, il va à la table d'à côté. On était dans la partie flamande. Il y avait plutôt pas mal de nature morte. Et il revient et il me dit, WTF, man, you're gonna get killed by mama. Donc, ok, alors qu'est-ce qui pourrait s'appeler putain, tu vas te faire déchirer par maman? Je cherche et tout d'un coup, je vois un chat qui regarde comme ça, terrorisé, 2 chiens qui sont en train de bouffer un gigot et des saucisses. Donc c'était ça, c'était putain, tu vas te faire déchirer. Et il y avait Rock'n'Roll Granny, et Rock'n'Roll Granny, c'était la marquesa de non sais, Villalonga, ou je ne sais plus, de Goya, vous savez, avec les cheveux hirsutes. Donc elle, c'était Rock'n'Roll Granny. Et voilà, donc...
Et puis, non, mais il y a plein de jeux qu'on fait, mais c'est assez amusant. Et sinon, plus tard, ça c'était à Washington, où vraiment on n'était que 2 jours, et il y a des musées extraordinaires à Washington, mais vraiment extraordinaires. Et donc, là, je lui ai filé un téléphone, et j'ai dit, tu me fais un reportage photo ou vidéo, comme tu veux, mais fais-moi un reportage sur le musée. Et l'idée de la mise en abîme du cadre dans le cadre, ça, il a adoré. L'idée de pouvoir faire un cadre désaxé face à un cadre axé, ou de mettre des gens, des silhouettes un peu floues en premier plan pour viser l'œuvre, ou au contraire viser, faire l'inverse, c'est-à-dire mettre le focus sur la personne en premier plan, mais pas sur le tableau. L'idée de qu'est-ce qu'on regarde, de qui regarde, l'idée du regard, du cadre et tout ça, ça l'a éclaté. Bon, maintenant, il va être réalisateur. Bon, ça, j'y suis pour rien, mais oui, c'est des trucs qui les amusent énormément, les mômes. Je voudrais à présent vous laisser conduire un peu la conversation, c'est-à-dire vous laisser le choix entre plusieurs thématiques. C'est vous qui choisissez de quoi vous voulez parler, Oui. pour ne pas aller trop en avant dans l'intrigue du roman. J'ai 3 thématiques à vous soumettre. Est-ce que vous souhaiteriez parler de Proust, qu'on a un peu évoqué, de la voix humaine, ou de Garçon et les Guillaume à table, qu'on a un peu évoqué également? Oh, le Garçon et Guillaume à table, c'est fait, non? Franchement. Non, mais depuis 2000. Moi, j'avais quand même une question à ce sujet. Bah, vas-y, c'est quoi? Les Garçons et Guillaume à table datent de 2008. Oui. C'est-à-dire longtemps avant que les questions de genre n'apparaissent dans le débat public français. Oui. Et j'ai le sentiment, qui est peut-être faux, en tout cas très personnel, qu'il y a un malentendu autour de cette pièce et de ce film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours sur le genre tourne beaucoup autour de la déconstruction de l'individu, et j'ai le sentiment que tout votre propos, au contraire, était de parler de la construction de l'individu, de comment on construit son identité. Oui, mais en fait, c'est les médias, c'est la presse qui en fait un truc de déconstruction, mais je pense pas que les gens y pensent comme ça. Non, mais justement, j'ai relevé un commentaire qu'avait fait Elisabeth Badinter au moment de la sortie du film, que vous aviez invité chez France Inter. C'est pas moi, c'est France Inter qui l'avait invité. C'était Philippe Val qui avait eu cette idée. C'est assez brillant. Ah, je croyais que c'était vous qui l'aviez convié à partager. Il m'a dit, que penses-tu d'eux? Je dis, bah, évidemment, ce serait extraordinaire, mais bon, mais c'est lui qui a eu l'idée. Alors, on peut citer le commentaire qu'avait fait Elisabeth Badinter après avoir vu le film, et qui vous était adressé, puisque vous étiez à ses côtés. Au fond, cette question de l'acquisition de l'identité est très peu publique. On n'en parle pas, ça semble aller de soi. Il y a des anomalies, mais dans l'ensemble, tout le monde fait ça très facilement. Quand le chemin n'est pas aussi droit, on pourrait parler de pathologie, ce qu'il faut arrêter de faire. Ce que vont voir les spectateurs de votre film, c'est que ce n'est pas si facile de devenir un homme ou une femme. On ne peut pas se développer quand on est un jeune homme ou une jeune fille sans être convaincu qu'on est un homme ou une femme. Ah oui. Est-ce que son opinion vous paraît juste? Ah oui, bah évidemment. Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi intéressant sur la question du transgenre. Parce que si on pousse le curseur au bout, c'est ce que raconte ce jeune réalisateur flamand dans Girl, où ce jeune garçon ne supporte pas ce corps qui n'est pas le sien, enfin, et jusqu'à se mutiler. Je le conçois complètement. Je le conçois volontiers. Moi, c'est pas aller jusque-là. La poésie me suffisait. J'ai réussi à poétiser la chose. Mais peut-être parce que sexuellement, quelque part, je ne me posais pas trop de questions sexuelles. Donc, aux grandes dames de certains. J'ai jamais eu honte sexuellement. Jamais. Donc, et j'ai tout fait. Mais franchement, j'ai tout fait. Mais non, mais parce que j'ai jamais été élevé. Là, pour le coup, ma mère a été géniale là-dessus. Elle n'a jamais été prude. Elle est très cash, parfois un peu trop, mais au moins là-dessus, c'est un sujet comme un autre. Enfin, ça va, on ne fait pas un numéro. C'est sain, ça fait plaisir, ça fait du bien, et puis voilà. Enfin, donc j'ai jamais été prude, j'ai jamais. Et donc, j'ai plutôt été curieux et je suis de nature curieuse. Ça me donne envie de vous poser une des questions que j'avais préparées sur Proust.
Ah oui. Même si j'ai dit que je vous laissais le choix entre Proust Ouais. et, Bon, en fait, la, c'est vous qui menez et la danse voix depuis le humaine. début. Ouais. Proust considérait que l'être aimé tient peu de place dans la relation amoureuse. Il a écrit L'homme est Ouais. l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et disant le contraire ment. Mm. Est-ce que vous pensez que Pas du sur ce tout. point, il a raison? Non, pas du Et la tout. question subsidiaire, c'était quelle place a occupé l'amour dans votre propre Oh, bah, existence? moi, ça m'a sauvé. Moi, ça m'a sauvé. Donc, ah non, mais mon Dieu, si j'avais pas rencontré ma femme, mais ce serait. Ah, je sais exactement à qui je ressemblerais, ça me plaît pas du tout. Vous avez l'air de voir Euh, quelqu'un en plus. Oui, je l'ai vu. Mais non, 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 mon Dieu, non, non, mais moi, c'est ma boussole, c'est mon nord, mon sud, mon est, mon ouest, c'est tout. Mais c'est mon champ magnétique. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Proust, mais Proust a une vision de l'amour qui est quand même très masturbatoire et, euh, et, euh, et surtout, il est jaloux, chose que, alors, j'ai des défauts, celui-ci, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que l'amour pour moi n'est pas du tout un territoire. Mais vraiment pas. Mais tellement pas que je n'ai pas une once de jalousie en moi. Et or, Proust l'était, mais maladivement. Donc il construit l'amour là-dessus. Donc c'est forcément névrotique. Moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Du tout, du tout, du tout. Euh, Après, je suis un esthète. Donc, en ça, oui, en ça, il y a un truc un peu perso quand on est esthète. Mais ma femme se laisse pas objectiver beaucoup, hein, donc c'est pas non plus, elle m'envoie péter direct. C'est pas le sentiment qu'on a à la lecture, effectivement. Ah non, Amandine, non, Amandine, elle fait ce qu'elle veut. On comprend que vos colères peuvent passer autour, mais ne doivent pas être frontales. Non, non, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Puisqu'on parle de Proust, forcément, quand on vous voit sur scène, que ce soit pour Les Garçons et Guillaume à table ou quand on lit ce livre, on pense aux correspondances presque sociologiques entre le milieu dans lequel Proust a grandi et le vôtre. Vous avez grandi dans le 16e arrondissement de Paris, dans un milieu qui mélangeait l'aristocratie et des patrons d'industrie. Est-ce que vous diriez de Proust qu'il est presque par sociologie votre auteur d'élection? Vous l'avez lu jeune? Non, je l'ai lu beaucoup plus tard. Oui, il y a disons que mon père était un bourgeois et ma mère une aristocrate. Donc il y avait ce cul entre deux chaises. Et je me souviens un jour, mon père me lit une lettre en me disant qu'est-ce qu'il pense, je vais envoyer ça à un tel. Et je lui dis oui, c'est un peu plouc, mais il dit, ah bah, je te remercie. Mais parce qu'il y avait des fois où je le regardais avec une espèce de recul aristocrate où je disais oh non, ça c'est pas possible. Mais parce que j'avais les deux éducations. Et moi, j'avais une nanny quand même, on se tapait les bottins mondains dans les coudes pour pas écarter les coudes, les barrières, les machins, les trucs, des trucs du 19e, franchement. Mais moi, j'ai été élevé au 19e siècle sur les table manners et tout ça. Et un jour, je me souviens, on a un déjeuner avec les grandes personnes, comme on dit, et je ne sais pas qui, des invités, je sais pas quoi. Et à la fin, je dis à ma mère, t'as vu, je me suis très bien tenue. Et elle me dit, very good table manners of upper middle class people. Les très bonnes manières sont uniquement pour les petits bourgeois. Bon, bah merde, alors, tu vois, il faudrait savoir, elle est où la cohérence? Mais voilà, c'est par étapes. C'est-à-dire que Ah, j'ignorais cette phrase. c'est les contradictions, les paradoxes de mon éducation. J'avais relevé celle que vous avez souvent répétée de votre grand-mère Cailly. On ne renie rien, on n'usurpe rien et on ne se justifie jamais. Oui. Mais je n'avais pas relevé cette phrase-là. Ouais. Je vais citer un conseil qui vous a été donné au début de votre carrière par l'actrice Catherine Samy à propos de votre voix. Elle vous avait dit quand vous commenciez le métier de comédien, tu as des aigus extraordinaires, très rares, mais ça n'est pas assez. Tu manques ton médium, il faut plus de médium, sinon il y a des rôles qu'on ne va pas te donner. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut classer les comédiens en fonction de leur tessiture? Est-ce qu'il y a des comédiens à voix grave, à voix aiguë ou à voix médium? Évidemment. Il y en a qui ont la voix dans le nez, il y en a qui ont... Oui, bien sûr. Mais surtout en France. Et ça vous range dans quel type de rôle? Non, mais en fait, ça, on s'en fout. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi ça a autant d'importance en France. Il se trouve que l'accent tonique en français est libre de choix, ce qui est une chose extraordinaire et pratiquement unique au monde. C'est ce qui fait qu'on est une langue d'interprétation, on n'est pas du tout une langue d'incarnation.
D'ailleurs, l'acteur dans le théâtre français bouge très peu. Les 3 unités de temps, de lieu et d'action l'immobilisent, le figent, en général dans une antichambre, et il est là pour déclamer. Dans sa déclamation, on a envie de sentir, d'entendre comment lui entend le rôle. Entendre l'intelligence, évidemment, mais la sensibilité aussi. La voix est la chose la plus liée à l'inconscient dans le corps humain. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a des acteurs qui ont des voix extraordinaires, on a des voix sublimes dans notre théâtre ou dans notre cinéma. On n'a pas de très beaux physiques, on n'a pas des physiques tellement passionnants. Parce qu'un acteur anglais, il doit signifier au public en 1 seconde, il doit signifier qu'il passe du palais au champ de bataille. C'est pour ça que les Anglais travaillent des animaux, travaillent ce qu'ils appellent des Alexander techniques, et travaillent le corps énormément, le combat scénique, tout ça. Nous, en français, très peu, on travaille très peu, on travaille déjà à parler juste. Et c'est ce qui fait qu'on a des voix comme ça très intéressantes qui, tout de suite, qu'on reconnaît immédiatement, je veux dire, d'un Charles Denner à un Trintignant, d'un Dussolier à un Depardieu, on les reconnaît immédiatement. On sait exactement qui c'est, Gérard Philippe. Oui, bon, là, on peut y aller. Oui, bien sûr, Topa. Mais plein. Michael Lonsdale, enfin, il y a des voix comme ça extraordinaires et on les reconnaît immédiatement. Donc, avoir une couleur de voix, c'est une chose. Que cette couleur vous limite, ça, il faut faire gaffe. Donc, en effet, j'ai travaillé mon médium avec une phoniatre pendant 4 ans, 2 fois par semaine, Claude Fugain, que j'ai vu 2 fois par semaine, pour travailler mon médium, parce que mon médium n'était pas assez large. Même encore aujourd'hui, j'ai tendance à me réfugier dans les aigus parce que les aigus me permettent de signifier aux autres que je suis fragile. Parce qu'en fait, j'ai peur de tout. Donc, j'ai l'air comme ça d'avoir une grande gueule et beaucoup d'autorité. C'est des écrans de fumée que je fais, mais parce que j'ai peur de tout. Donc, vous me demandiez la place d'Amandine. La place d'Amandine me rassure de tout. Me rassure dans le sens que c'est un port d'attache que je ne pense pas avoir ailleurs. Mais j'ai peur de tout. Donc, mes aigus me permettent de signifier aux autres, vous savez, je suis très fragile, il faut être très gentil avec moi. Et cette peur, vous en parlez dans des termes assez forts, notamment vous comparant au personnage d'Oblomov, Oui. qu'on a évoqué rapidement, en disant que parfois il vous arrive d'avoir le trac au réveil, de ne pas parvenir à vous lever. Oui. Vous dites de vous-même qu'il faut que vous soyez courageux tout le temps, Oui. Et que vous sollicitez le courage en permanence. Oui. Ça doit être épuisant. Oui. Mais c'est tout de suite récompensé par la gentillesse des gens. Mais vraiment. C'est-à-dire on me dit quelque chose de gentil et tout va bien. Et après vraiment, c'est tout de suite récompensé. Mais c'est vrai, j'ai peur tout le temps. Donc, je dois faire attention tout le temps. Ça, c'est l'histoire de la voix. Après, dans des rôles, les rôles me font moins peur. Enfin, ça dépend, mais ce que je veux dire, à l'intérieur du rôle, je n'ai pas peur. À l'intérieur du rôle, je n'ai pas peur du tout. Donc là, mon médium, j'ai aucun problème à l'avoir. Mais j'y pense pas, en fait, c'est le rôle qui l'amène à moi. Par exemple, Lucrèce, j'ai jamais travaillé la voix féminine de Lucrèce, ou le malade imaginaire, j'ai jamais travaillé sa voix. Je l'entends, hein, je l'entends la voix de Argan, de mon Argan, mais je la travaille pas, elle est ce qu'elle est. C'est le rôle qui le décide, c'est vraiment pas moi. Après, faut lâcher prise, faut faire confiance quand même. Poursuis sur le deuxième thème, qui était donc le métier de comédien. Oui. L'autre extrait, enfin citation que vous mettez en exergue du roman, c'est Antoine Vitez. Oui. L'acteur est un poète qui écrit sur le sable. Ce poète, l'acteur qui écrit sur le sable, jouit de la fuite du temps. De cela seul il jouit, non pas du temps, mais de sa fuite. Mais oui. Pourquoi l'avez-vous mise en exergue, cette citation? Parce que Qu'est-ce que ça dit de votre rapport au métier de comédien? C'est-à-dire que moi, il y a la seule chose au monde qui m'intéresse, c'est le présent. C'est tout. Mais, alors, ça rejoint, il se trouve que quand j'étais... Le présent, c'est la seule chose qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que
Un jour, Ce qui est contradictoire avec la place qu'occupe la mémoire dans votre vie, et notamment dans ce livre. ah, mais la mémoire ne me sert que si elle m'intéresse pour le présent, sinon j'en ai rien à foutre. Je suis pas amusé, moi. Ah non, mais alors franchement, on ne me visite pas. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse que si ça peut faire écho, si ça sert le présent, sinon je m'en fiche complètement. Vous écrivez, selon les orthodoxes, il n'y a aucun mystère en Dieu. Il existe, il existe, qu'on y croit ou non. Ce qui est mystérieux, c'est le chemin entre nous et lui. Oui, Qu'est-ce qui vous a amené vers l'orthodoxie? le chemin. Ça? Ouais. C'est pour ça que la seule mise en scène de théâtre que j'ai fait dans ma vie, c'est sur la Grande Route de Tchekhov. C'est la route. C'est la seule chose qui m'intéresse. Mais vraiment, c'est la seule chose. C'est le chemin, la route. C'est les rencontres, c'est la finalité. La finalité, c'est la mort. Et puis sur ce sujet, vous avez 2 autres phrases. Une qui est de vous. L'orthodoxie est une religion qui sanctifie les fous. Oui, c'est vrai. Comme disait Michel Audiard, j'aime les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Et, et l'autre que vous empruntez à l'écrivain japonais Tanizaki Oui, dans L'éloge de l'ombre, oui, l'or n'est jamais plus beau que que dans le noir. c'est vrai. Mais c'est vrai, Pour la beauté des églises orthodoxes. oui, mais parce que l'or est c'est sombre, c'est vrai. L'or russe, l'or qui est dans les églises russes est très beau parce que c'est pas éclairé, donc c'est très, très beau. Hem, mais j'aime le rite orthodoxe, il m'aide. Moi, j'ai besoin d'un cadre pour créer, pour prier, j'ai besoin d'un cadre, donc et si possible que le cadre soit beau. Hem, donc oui, j'aime le rite orthodoxe, j'aime les chants orthodoxes, j'aime le fait de ne rien comprendre. C'est en slavon, je comprends rien, c'est parfait. Hem, c'est Isée qui dit ça dans Claudel. Il ne s'agit pas de comprendre, mon beau monsieur, il faut perdre connaissance. Et voilà, donc ça me permet de faire ça. Et puis, après, je ne suis pas dogmatique, hein. Hem, donc je ne suis pas la religion, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de sérénité, c'est un lieu de partage, de communion, mais je ne suis pas en train j'y vais pas tout le temps, c'est un refuge, voilà, mais je ne vais pas me réfugier tout le temps. J'ai une dernière question, mais qui est très anecdotique, mais je vous la pose quand même. Je pensais le faire en privé, mais je le fais maintenant. Les dernières lignes du roman sont, quand vous êtes dans l'avion de retour de Géorgie: «Maintenant nous volons au-dessus de la nuée, au loin les montagnes les plus hautes d'Europe», donc le Caucase, «brillent sous le soleil, le ciel est bleu et j'entends une petite voix qui chante au fond de moi: il fait beau, je vais retrouver Amandine et Tado». C'est une référence à la chanson des Frères Jacques? Non, pas du tout, c'est une référence au seul texte que Proust, a écrit sur sa maladie dans Contre Sainte-Beuve. Heu et où c'est un texte qui m'a cueilli parce que vous savez dans Ça peut pas faire de mal, je lisais jamais les textes avant et le texte m'a cueilli en direct. Je lisais en direct avec Alexandre Tarot au piano. C'était l'avant-dernière émission de Ça peut pas faire de mal. C'était le jour où j'allais l'annoncer. Il y avait Laurence Bloch, il y avait tous les gens de France Inter que j'aimais, il y avait, donc j'étais assez fragile, émotif et donc je commence ce texte que je vais paraphraser parce que je ne sais pas par cœur, Balocchini qui dit: «Certains matins, je me réveille et j'ai envie de et j'entends le grelot du vendeur de machin et la pluie et la brume et tout ça et j'ai envie d'aller, à Amiens, de prendre le premier train et d'aller voir la cathédrale et j'ai envie de traverser les Alpes et d'aller dans les plaines d'Italie et j'ai envie de machin et j'ai envie de bidule et parfois le soleil brille et le soleil brille et pourtant je suis étouffé de râles et je ne peux même pas et mes râles étouffent même le bruit de la cheminée et je ne peux à peine respirer, je n'ai pas et tout d'un coup
Et j'étouffe et j'ai une toute petite voix au fond de moi qui me dit: «Il fait beau, il fait beau». Et en le disant, j'ai fondu en sanglots. Or, la phrase d'après, c'est: «Et les sanglots étouffent ma voix, je peux» et il le dit et il pleure en juste la phrase d'après et en fait, j'ai pleuré en direct, sans savoir que la phrase d'après, il pleurait en effet, dans le texte et voilà et c'est une référence à ça. C'était une référence à la brume aussi, c'était une boucle. Mais bon Le là soleil après la brume. oui, mais surtout exactement, mais c'était exactement ça, le soleil après la brume et la petite voix qui dit: «Il fait beau, J'avais pensé il fait beau». au frère Jacques et j'aurais pas cru que Proust se cachait Je suis derrière pas très ces original, je reste avec Proust en boucle. Je vous ai dit circulaire, circulaire, on y Et revient toujours. est-ce que je peux vous demander, pour clore notre échange, de lire un extrait à nouveau? Oui, bien sûr. Lequel? Hem, j'en ai un sur le hurlement, Mais du livre ou d'ailleurs? non, un autre texte. Un autre texte. J'en ai un sur le Donc Hélène hurlement Cixous ah bah ou non, mais le prophète. Duchovne Jardin. ou le prophète Ouais. Ah non, ou un texte ouais. d'Hélène Cixous sur, Non. Духовную жаждаю томим, в пустыне мрачно я влачился. И шестикрылый Серафим не перепутье мне явился. Je vous le dis en français. Tourmenté d'une soif spirituelle, je me traînais dans une terre désolée, quand un séraphin à 6 ailes m'apparut au croisement d'un sentier. De ses doigts légers, tel un songe, il effleura mes 2 prunelles, et mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aigle effarouché. Puis il toucha mes 2 oreilles, et j'entendis les cieux vibrer, voler les anges dans les hauteurs, les monstres sous-marins nager, et dans le sol germer les plantes. Puis à ma bouche, collant la sienne, il arracha ma langue vaine et mensongère et pécheresse, et darda en mes lèvres pâmées l'aiguillon du sage serpent. D'un glaive, il fendit ma poitrine, et de sa dextre ensanglantée arracha mon cœur palpitant et mit à la place un charbon incandescent. Tel qu'un cadavre, je gisais dans le désert. Dieu m'appela. Lève-toi, prophète. Écoute et vois. Emplis-toi de ma volonté et parcourant terres et océans, fais vibrer de ton verbe le cœur des hommes. C'est en fait un poème que Pouchkine a écrit, où en fait il parle de lui, mais qui vient, le prophète, le verbe, c'est lui le porteur de verbe. Et c'est un prophète hein, pour les Russes. C'est lui qui a créé la littérature russe, presque la langue. Mais il se trouve que pourquoi il l'appelle le prophète? Il tire en fait ça d'un texte qu'on dit, qui est un texte extraordinaire, qui est la prophétie de Élie, qu'on dit tous les vendredis saints de la liturgie orthodoxe. Et tous les vendredis saints, il y a cette prophétie qui est donnée, qui est celle d'Élie, et qui est donnée par le diacre et qui commence toujours très doucement. Vraiment, c'est Господи, не прони, 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 c'est comme ça. Et tout d'un coup, ça monte. Et ça monte. Не прай, не можешь, не красть его. Et ça fait trembler les murs. Mais vraiment, c'est Jéricho. C'est extraordinaire. C'est un passage extraordinaire de la liturgie de la Semaine Sainte. C'est certainement un des plus beaux passages de la Semaine Sainte. Et voilà. Merci Guillaume Gallienne.